Le 10 septembre 2025, à exactement 9h12, un léger bourdonnement rompit le calme feutré du bureau de Sébastien Lecornu à Matignon. Son téléphone vibrait sur la surface brillante de son bureau verni. En un clin d'œil, l'écran s'alluma, une notification urgente de l'AFP venait de tomber. Pas de détour, pas de nuance. Mélenchon déclare une motion de censure contre Lecornu pour l'ouverture de la session parlementaire. Le coup d'envoi venait d'être sifflé. Le nouveau Premier ministre, nommé la veille seulement par Emmanuel Macron, après la chute spectaculaire de François Bayrou, posa lentement son café sur la soucoupe en porcelaine de Limoges. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement autour de la tasse encore chaude. 24 heures, il n'avait été Premier ministre que 24 heures, et déjà Jean-Luc Mélenchon, le tribun de la France insoumise, lui déclarait la guerre totale. À travers la fenêtre aux rideaux épais, Paris s'éveillait dans la brume matinale de septembre, totalement inconscient de la tempête politique qui s'annonçait. Mais toi, tu ne sais pas encore ce qui va réellement se passer dans les heures qui suivent. Personne ne le savait à cet instant précis, pas même les conseillers de Lecornu, qui au même moment débarquaient précipitamment à Matignon pour une réunion d'urgence. Pas même les journalistes politiques qui se préparaient à couvrir ce qu'ils pensaient être une motion de censure. Le 10 septembre 2025, à exactement 9h12, un léger bourdonnement rompit le calme feutré du bureau de Sébastien Lecornu à Matignon. Son téléphone vibrait sur la surface brillante de son bureau verni. En un clin d'œil, l'écran s'alluma, une notification urgente de l'AFP venait de tomber. Pas de détour, pas de nuance. Mélenchon déclare une motion de censure contre Lecornu pour l'ouverture de la session parlementaire. Le coup d'envoi venait d'être sifflé. Le nouveau Premier ministre, nommé la veille seulement par Emmanuel Macron, après la chute spectaculaire de François Bayrou, posa lentement son café sur la soucoupe en porcelaine de Limoges. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement autour de la tasse encore chaude. 24 heures, il n'avait été Premier ministre que 24 heures, et déjà Jean-Luc Mélenchon, le tribun de la France insoumise, lui déclarait la guerre totale. À travers la fenêtre aux rideaux épais, Paris s'éveillait dans la brume matinale de septembre, totalement inconscient de la tempête politique qui s'annonçait. Mais toi, tu ne sais pas encore ce qui va réellement se passer dans les heures qui suivent. Personne ne le savait à cet instant précis, pas même les conseillers de Lecornu, qui au même moment débarquaient précipitamment à Matignon pour une réunion d'urgence. Pas même les journalistes politiques qui se préparaient à couvrir ce qu'ils pensaient être une motion de censure vouée à l'échec. Et certainement pas Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui, installé dans son bureau parisien du 10e arrondissement, préparait méticuleusement la suite de sa stratégie d'offensive. Ce que Lecornu allait dire dans quelques heures allait non seulement déjouer tous les plans de Mélenchon, mais aussi changer profondément les règles du jeu politique français. Et cette réponse tiendrait en une seule phrase, une phrase si simple, si directe, si dévastatrice, que les médias du monde entier la répéteraient pendant des semaines. Revenons quelques heures en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il faut saisir le contexte dans sa totalité brutale pour mesurer toute la portée explosive de ce qui va suivre. Depuis le soir du 8 septembre, la France politique était en état de choc. François Bayrou, le centriste béarnais qui avait juré qu'il ferait adopter un budget de compromis, venait de tomber après un vote de confiance catastrophique à l'Assemblée nationale. 364 députés de l'extrême gauche à l'extrême droite avaient refusé de lui accorder leur confiance. C'était la troisième chute d'un gouvernement en moins de 100 jours. Un record absolu sous la Ve République. La France était au bord du chaos institutionnel. Les marchés financiers s'affolaient. L'agence de notation Moody's menaçait de dégrader la note de la France. Les syndicats appelaient à une grève générale. Emmanuel Macron, reclus à l'Élysée, cherchait désespérément une solution pour sortir de l'impasse. Son choix s'était porté sur Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Armées 39 ans, considéré comme l'un des hommes les plus habiles du macronisme. Un homme qui avait su naviguer entre droite et centre, qui avait géré des dossiers explosifs comme la réforme militaire qui parlait aussi bien aux industriels de l'armement qu'aux généraux sur le terrain. Mais surtout un homme que Macron pensait capable de tenir tête à l'opposition sans céder un pouce de terrain. La nomination avait été annoncée le 9 septembre à 20h.
Immédiatement, les réactions avaient fusé de toutes parts. Marine Le Pen avait ironisé sur Twitter à propos d'un nouveau fusible pour Macron. Bruno Raiotto, chef des Républicains, avait exigé des ruptures claires avec la politique précédente. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, avait parlé de « continuité macroniste inacceptable ». Mais c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait frappé le plus fort et le plus tôt. Dès 22h30, le soir même de la nomination, il avait publié sur son blog une tribune au vitriol intitulée « Le déni ». Dans ce texte de 3000 mots, le leader de la France insoumise démontait méthodiquement la légitimité de Lecornu à gouverner. Il rappelait que le nouveau Front populaire avait obtenu le plus grand nombre de sièges aux législatives de juillet. Il accusait le président de violer l'esprit de la Constitution en imposant un Premier ministre issu du camp présidentiel malgré l'absence de majorité. Et surtout, il annonçait sa stratégie. Dès le premier jour de la session parlementaire, nous déposerons une motion de censure spontanée sur la base de l'article 49. Il ajoutait « Monsieur Lecornu tombera sur l'article 49 ». Macron semble vouloir faire le tour de tous les articles de la Constitution avant de comprendre qu'il doit partir. Cette déclaration avait électrisé la gauche. Mathilde Panot à l'Assemblée avait immédiatement relayé l'appel sur les réseaux sociaux. Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement, était passé le lendemain matin sur tous les plateaux de télévision pour marteler le message censure immédiate sans négociation, sans compromis possible. Mais Mélenchon n'avait pas seulement annoncé une motion de censure. Il avait fait quelque chose de beaucoup plus stratégique et dangereux pour Lecornu. Il avait appelé publiquement les socialistes, les écologistes et les communistes à cesser leur comédie et à voter la censure avec LFI. C'était un pari calculé. Mélenchon savait que si toute la gauche votait unie contre Lecornu et si le Rassemblement national se joignait à eux comme il l'avait fait pour Bayrou, le gouvernement tomberait dès le premier vote. Les mathématiques parlementaires étaient implacables. Les LFI comptaient 74 députés, le PS. Le 10 septembre 2025, à exactement 9h12, un léger bourdonnement rompit le calme feutré du bureau de Sébastien Lecornu à Matignon. Son téléphone vibrait sur la surface brillante de son bureau verni. En un clin d'œil, l'écran s'alluma, une notification urgente de l'AFP venait de tomber. Pas de détour, pas de nuance. Mélenchon déclare une motion de censure contre Lecornu pour l'ouverture de la session parlementaire. Le coup d'envoi venait d'être sifflé. Le nouveau Premier ministre, nommé la veille seulement par Emmanuel Macron, après la chute spectaculaire de François Bayrou, posa lentement son café sur la soucoupe en porcelaine de Limoges. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement autour de la tasse encore chaude. 24 heures, il n'avait été Premier ministre que 24 heures, et déjà Jean-Luc Mélenchon, le tribun de la France insoumise, lui déclarait la guerre totale. À travers la fenêtre aux rideaux épais, Paris s'éveillait dans la brume matinale de septembre, totalement inconscient de la tempête politique qui s'annonçait. Mais toi, tu ne sais pas. Le 10 septembre 2025, à exactement 9h12, un léger bourdonnement rompit le calme feutré du bureau de Sébastien Lecornu à Matignon. Son téléphone vibrait sur la surface brillante de son bureau verni. En un clin d'œil, l'écran s'alluma, une notification urgente de l'AFP venait de tomber. Pas de détour, pas de nuance. Mélenchon déclare une motion de censure contre Lecornu pour l'ouverture de la session parlementaire. Le coup d'envoi venait d'être sifflé. Le nouveau Premier ministre, nommé la veille seulement par Emmanuel Macron, après la chute spectaculaire de François Bayrou, posa lentement son café sur la soucoupe en porcelaine de Limoges. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement autour de la tasse encore chaude. 24 heures, il n'avait été Premier ministre que 24 heures, et déjà Jean-Luc Mélenchon, le tribun de la France insoumise, lui déclarait la guerre totale. À travers la fenêtre aux rideaux épais, Paris s'éveillait dans la brume matinale de septembre, totalement inconscient de la tempête politique qui s'annonçait. Mais toi, tu ne sais pas encore ce qui va réellement se passer dans les heures qui suivent. Personne ne le savait à cet instant précis, pas même les conseillers de Lecornu, qui au même moment débarquaient précipitamment à Matignon pour une réunion d'urgence. Pas même les journalistes politiques qui se préparaient à couvrir ce qu'ils pensaient être une motion de censure vouée à l'échec.
et certainement pas Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui, installé dans son bureau parisien du 10e arrondissement, préparait méticuleusement la suite de sa stratégie d'offensive. Ce que Lecornu allait dire dans quelques heures allait non seulement déjouer tous les plans de Mélenchon, mais aussi changer profondément les règles du jeu politique français. Et cette réponse tiendrait en une seule phrase, une phrase si simple, si directe, si dévastatrice, que les médias du monde entier la répéteraient pendant des semaines. Revenons quelques heures en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il faut saisir le contexte dans sa totalité brutale pour mesurer toute la portée explosive de ce qui va suivre. Depuis le soir du 8 septembre, la France politique était en état de choc. François Bayrou, le centriste béarnais qui avait juré qu'il ferait adopter un budget de compromis, venait de tomber après un vote de confiance catastrophique à l'Assemblée nationale. 364 députés de l'extrême gauche à l'extrême droite avaient refusé de lui accorder leur confiance. C'était la 3e chute d'un gouvernement en moins de 100 jours. Un record absolu sous la Ve République. La France était au bord du chaos institutionnel. Les marchés financiers s'affolaient. L'agence de notation Moody's menaçait de dégrader la note de la France. Les syndicats appelaient à une grève générale. Emmanuel Macron, reclus à l'Élysée, cherchait désespérément une solution pour sortir de l'impasse. Son choix s'était porté sur Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Armées 39 ans, considéré comme l'un des hommes les plus habiles du macronisme. Un homme qui avait su naviguer entre droite et centre, qui avait géré des dossiers explosifs comme la réforme militaire qui parlait aussi bien aux industriels de l'armement qu'aux généraux sur le terrain. Mais surtout un homme que Macron pensait capable de tenir tête à l'opposition sans céder un pouce de terrain. La nomination avait été annoncée le 9 septembre à 20h. Immédiatement, les réactions avaient fusé de toutes parts. Marine Le Pen avait ironisé sur Twitter à propos d'un nouveau fusible pour Macron. Bruno Rayotto, chef des Républicains, avait exigé des ruptures claires avec la politique précédente. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, avait parlé de « continuité macroniste inacceptable ». Mais c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait frappé le plus fort et le plus tôt. Dès 22h30, le soir même de la nomination, il avait publié sur son blog une tribune au vitriol intitulée « Le déni ». Dans ce texte de 3000 mots, le leader de la France insoumise démontait méthodiquement la légitimité de Lecornu à gouverner. Il rappelait que le nouveau Front populaire avait obtenu le plus grand nombre de sièges aux législatives de juillet. Il accusait le président de violer l'esprit de la Constitution en imposant un Premier ministre issu du camp présidentiel malgré l'absence de majorité. Et surtout, il annonçait sa stratégie. Dès le premier jour de la session parlementaire, nous déposerons une motion de censure spontanée sur la base de l'article 49. Il ajoutait « Monsieur Lecornu tombera sur l'article 49 ». Macron semble vouloir faire le tour de tous les articles de la Constitution avant de comprendre qu'il doit partir. Cette déclaration avait électrisé la gauche. Mathilde Panot à l'Assemblée avait immédiatement relayé l'appel sur les réseaux sociaux. Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement, était passé le lendemain matin sur tous les plateaux de télévision pour marteler le message censure immédiate sans négociation, sans compromis possible. Mais Mélenchon n'avait pas seulement annoncé une motion de censure. Il avait fait quelque chose de beaucoup plus stratégique et dangereux pour Lecornu. Il avait appelé publiquement les socialistes, les écologistes et les communistes à cesser leur comédie et à voter la censure avec LFI. C'était un pari calculé. Mélenchon savait que si toute la gauche votait unie contre Lecornu et si le Rassemblement national se joignait à eux comme il l'avait fait pour Bayrou, le gouvernement tomberait dès le premier vote. Les mathématiques parlementaires étaient implacables. Les LFI comptaient 74 députés, le PS en avait 66, les écologistes 13, le PCF, 11, le RN, 123 total, 287 voix potentielles. Il suffisait de 289 pour renverser le gouvernement. C'était jouable, c'était même probable, sauf si Lecornu trouvait un moyen de briser cette coalition hétéroclite. Dans son bureau à Matignon ce matin du 10 septembre, Sébastien Lecornu finit son café d'un trait et convoqua immédiatement son état-major.
Marc Vallière, son conseiller diplomatique depuis des années, arriva le premier. Puis vinrent Adrien Facan, directeur de cabinet Philippe Gustine, conseiller spécial et une poignée d'autres proches collaborateurs. Tous avaient les traits tirés. Personne n'avait vraiment dormi depuis 48 heures. Vallière ouvrit la réunion sans préambule, posant son iPad sur la table où s'affichaient les unes des journaux. « Ah, Monsieur le Premier ministre, la situation est critique. Mélenchon a réussi son coup médiatique. Tous les journaux ne parlent que de la censure annoncée. France Inter a mené un sondage ce matin, 62% des Français pensent donc que votre gouvernement tombera dans les 2 semaines. » Lecornu ne répondit pas immédiatement. Il se leva de sa chaise, fit quelques pas vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Son silence pesait lourd dans la pièce. Facan tenta de briser la tension. Nous avons préparé plusieurs scénarios de réponse. Le premier consiste à ignorer totalement Mélenchon et à nous concentrer sur les négociations avec le PS et les Républicains pour construire une majorité de circonstances. Lecornu secoua lentement la tête sans se retourner. Gustine enchaîna. Le deuxième scénario est plus offensif. Nous pourrions dénoncer l'irresponsabilité de LFI, rappeler que leur stratégie de censure systématique conduit le pays au chaos, faire appel au sens des responsabilités des autres partis. Lecornu se retourna enfin. Ses yeux bleus fixèrent intensément Gustine. Non, tout cela, c'est ce que Mélenchon attend. Il veut un combat frontal. Il veut que je me défende. Il veut que je négocie. Il veut que je montre ma faiblesse. Vallière fronça les sourcils. Alors que proposez-vous, monsieur le Premier ministre ? Un léger sourire apparut sur le visage de Lecornu. C'était le sourire de quelqu'un qui vient de comprendre exactement comment déjouer un piège savamment tendu. Je vais faire exactement l'inverse de ce qu'il attend. Je ne vais ni ignorer, ni me défendre, ni négocier. Je vais lui répondre directement, publiquement et en une seule phrase. Le silence dans la salle était total. Facan tenta. « Vous nous demandez une seule phrase, mais monsieur le Premier ministre Mélenchon a publié une tribune de 3000 mots. Il est passé sur tous les médias. Il a mobilisé toute la gauche. Comment une seule phrase pourrait-elle suffire ?» Lecornu le coupa gentiment mais fermement. Parce que c'est précisément ce que personne n'attend. Mélenchon a construit toute une rhétorique, tout un argumentaire, toute une stratégie verbale. Il attend que je rentre dans son jeu, que je débatte point par point, que je me justifie. Au lieu de ça, je vais court-circuiter tout son système avec une simplicité brutale. Vallière, qui connaissait son patron depuis des années, comprit immédiatement. « Vous voulez le désarmer par la concision, le priver du débat qu'il cherche ?»« Exactement », répondit Lecornu en retournant s'asseoir. « Mélenchon est un orateur, un tribun, un homme de verbe. Il veut m'entraîner sur son terrain, mais je ne jouerai pas selon ses règles. Je vais lui montrer qu'on peut répondre à 3000 mots avec 7 mots. » Gustine sortit son carnet. « Quel mot, monsieur le Premier ministre ?» Lecornu prit une profonde inspiration. Ce qu'il allait dire maintenant. Le 10 septembre 2025, à exactement 9h12, un léger bourdonnement rompit le calme feutré du bureau de Sébastien Lecornu à Matignon. Son téléphone vibrait sur la surface brillante de son bureau verni. En un clin d'œil, l'écran s'alluma, une notification urgente de l'AFP venait de tomber. Pas de détour, pas de nuance. Mélenchon déclare une motion de censure contre Lecornu pour l'ouverture de la session parlementaire. Le coup d'envoi venait d'être sifflé. Le nouveau Premier ministre, nommé la veille seulement par Emmanuel Macron, après la chute spectaculaire de François Bayrou, posa lentement son café sur la soucoupe en porcelaine de Limoges. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement autour de la tasse encore chaude. 24 heures, il n'avait été Premier ministre que 24 heures, et déjà Jean-Luc Mélenchon, le tribun de la France insoumise, lui déclarait la guerre totale. À travers la fenêtre aux rideaux épais, Paris s'éveillait dans la brume matinale de septembre, totalement inconscient de la tempête politique qui s'annonçait. Mais toi, tu ne sais pas encore ce qui va réellement se passer dans les heures qui suivent. Personne ne le savait à cet instant précis, pas même les conseillers de Lecornu, qui au même moment débarquaient précipitamment à Matignon pour une réunion d'urgence. Pas même les journalistes politiques qui se préparaient à couvrir ce qu'ils pensaient être une motion de censure vouée à l'échec.
et certainement pas Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui, installé dans son bureau parisien du 10e arrondissement, préparait méticuleusement la suite de sa stratégie d'offensive. Ce que Lecornu allait dire dans quelques heures allait non seulement déjouer tous les plans de Mélenchon, mais aussi changer profondément les règles du jeu politique français. Et cette réponse tiendrait en une seule phrase, une phrase si simple, si directe, si dévastatrice, que les médias du monde entier la répètent. Le 10 septembre 2025, à exactement 9h12, un léger bourdonnement rompit le calme feutré du bureau de Sébastien Lecornu à Matignon. Son téléphone vibrait sur la surface brillante de son bureau verni. En un clin d'œil, l'écran s'alluma, une notification urgente de l'AFP venait de tomber. Pas de détour, pas de nuance. Mélenchon déclare une motion de censure contre Lecornu pour l'ouverture de la session parlementaire. Le coup d'envoi venait d'être sifflé. Le nouveau Premier ministre, nommé la veille seulement par Emmanuel Macron, après la chute spectaculaire de François Bayrou, posa lentement son café sur la soucoupe en porcelaine de Limoges. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement autour de la tasse encore chaude. 24 heures, il n'avait été Premier ministre que 24 heures, et déjà Jean-Luc Mélenchon, le tribun de la France insoumise, lui déclarait la guerre totale. À travers la fenêtre aux rideaux épais, Paris s'éveillait dans la brume matinale de septembre, totalement inconscient de la tempête politique qui s'annonçait. Mais toi, tu ne sais pas encore ce qui va réellement se passer dans les heures qui suivent. Personne ne le savait à cet instant précis, pas même les conseillers de Lecornu, qui au même moment débarquaient précipitamment à Matignon pour une réunion d'urgence. Pas même les journalistes politiques qui se préparaient à couvrir ce qu'ils pensaient être une motion de censure vouée à l'échec. Et certainement pas Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui, installé dans son bureau parisien du 10e arrondissement, préparait méticuleusement la suite de sa stratégie d'offensive. Ce que Lecornu allait dire dans quelques heures allait non seulement déjouer tous les plans de Mélenchon, mais aussi changer profondément les règles du jeu politique français. Et cette réponse tiendrait en une seule phrase, une phrase si simple, si directe, si dévastatrice, que les médias du monde entier la répéteraient pendant des semaines. Revenons quelques heures en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il faut saisir le contexte dans sa totalité brutale pour mesurer toute la portée explosive de ce qui va suivre. Depuis le soir du 8 septembre, la France politique était en état de choc. François Bayrou, le centriste béarnais qui avait juré qu'il ferait adopter un budget de compromis, venait de tomber après un vote de confiance catastrophique à l'Assemblée nationale. 364 députés de l'extrême gauche à l'extrême droite avaient refusé de lui accorder leur confiance. C'était la troisième chute d'un gouvernement en moins de 100 jours. Un record absolu sous la Ve République. La France était au bord du chaos institutionnel. Les marchés financiers s'affolaient. L'agence de notation Moody's menaçait de dégrader la note de la France. Les syndicats appelaient à une grève générale. Emmanuel Macron, reclus à l'Élysée, cherchait désespérément une solution pour sortir de l'impasse. Son choix s'était porté sur Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Armées 39 ans, considéré comme l'un des hommes les plus habiles du macronisme. Un homme qui avait su naviguer entre droite et centre, qui avait géré des dossiers explosifs comme la réforme militaire qui parlait aussi bien aux industriels de l'armement qu'aux généraux sur le terrain. Mais surtout un homme que Macron pensait capable de tenir tête à l'opposition sans céder un pouce de terrain. La nomination avait été annoncée le 9 septembre à 20h. Immédiatement, les réactions avaient fusé de toutes parts. Marine Le Pen avait ironisé sur Twitter à propos d'un nouveau fusible pour Macron. Bruno Rayotto, chef des Républicains, avait exigé des ruptures claires avec la politique précédente. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, avait parlé de « continuité macroniste inacceptable ». Mais c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait frappé le plus fort et le plus tôt. Dès 22h30, le soir même de la nomination, il avait publié sur son blog une tribune au vitriol intitulée « Le déni ». Dans ce texte de 3000 mots, le leader de la France insoumise démontait méthodiquement la légitimité de Lecornu à gouverner. Il rappelait que le nouveau Front populaire avait obtenu le plus grand nombre de sièges aux législatives de juillet. Il accusait le président de violer l'esprit de la Constitution en imposant un Premier ministre issu du camp présidentiel malgré l'absence de majorité.
Et surtout, il annonçait sa stratégie. Dès le premier jour de la session parlementaire, nous déposerons une motion de censure spontanée sur la base de l'article 49. Il ajoutait « Monsieur Lecornu tombera sur l'article 49 ». Macron semble vouloir faire le tour de tous les articles de la Constitution avant de comprendre qu'il doit partir. Cette déclaration avait électrisé la gauche. Mathilde Panot à l'Assemblée avait immédiatement relayé l'appel sur les réseaux sociaux. Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement, était passé le lendemain matin sur tous les plateaux de télévision pour marteler le message censure immédiate sans négociation, sans compromis possible. Mais Mélenchon n'avait pas seulement annoncé une motion de censure. Il avait fait quelque chose de beaucoup plus stratégique et dangereux pour Lecornu. Il avait appelé publiquement les socialistes, les écologistes et les communistes à cesser leur comédie et à voter la censure avec LFI. C'était un pari calculé. Mélenchon savait que si toute la gauche votait unie contre Lecornu et si le Rassemblement national se joignait à eux comme il l'avait fait pour Bayrou, le gouvernement tomberait dès le premier vote. Les mathématiques parlementaires étaient implacables. Les LFI comptaient 74 députés, le PS en avait 66, les écologistes 13, le PCF, 11, le RN, 123 total, 287 voix potentielles. Il suffisait de 289 pour renverser le gouvernement. C'était jouable, c'était même probable, sauf si Lecornu trouvait un moyen de briser cette coalition hétéroclite. Dans son bureau à Matignon ce matin du 10 septembre, Sébastien Lecornu finit son café d'un trait et convoqua immédiatement son état-major. Marc Vallière, son conseiller diplomatique depuis des années, arriva le premier. Puis vinrent Adrien Facan, directeur de cabinet Philippe Gustine, conseiller spécial et une poignée d'autres proches collaborateurs. Tous avaient les traits tirés. Personne n'avait vraiment dormi depuis 48 heures. Vallière ouvrit la réunion sans préambule, posant son iPad sur la table où s'affichaient les unes des journaux. « Ah, Monsieur le Premier ministre, la situation est critique. Mélenchon a réussi son coup médiatique. Tous les journaux ne parlent que de la censure annoncée. France Inter a mené un sondage ce matin, 62%. Des Français pensent donc que votre gouvernement tombera dans les 2 semaines. » Lecornu ne répondit pas immédiatement. Il se leva de sa chaise, fit quelques pas vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Son silence pesait lourd dans la pièce. Facan tenta de briser la tension. Nous avons préparé plusieurs scénarios de réponse. Le premier consiste à ignorer totalement Mélenchon et à nous concentrer sur les négociations avec le PS et les Républicains pour construire une majorité de circonstances. Lecornu secoua lentement la tête sans se retourner. Gustine enchaîna. Le deuxième scénario est plus offensif. Nous pourrions dénoncer l'irresponsabilité de LFI, rappeler que leur stratégie de censure systématique conduit le pays au chaos, faire appel au sens des responsabilités des autres partis. Lecornu se retourna enfin. Ses yeux bleus fixèrent intensément Gustine. Non, tout cela, c'est ce que Mélenchon attend. Il veut un combat frontal. Il veut que je me défende. Il veut que je négocie. Il veut que je montre ma faiblesse. Vallière fronça les sourcils. « Alors que proposez-vous, monsieur le Premier ministre ?» Un léger sourire apparut sur le visage de Lecornu. C'était le sourire de quelqu'un qui vient de comprendre exactement comment déjouer un piège savamment tendu. « Je vais faire exactement l'inverse de ce qu'il attend. Je ne vais ni ignorer, ni me défendre, ni négocier. Je vais lui répondre directement, publiquement et en une seule phrase. » Le silence dans la salle était total. Facan tenta. « Vous nous demandez une seule phrase, mais monsieur le Premier ministre Mélenchon a publié une tribune de 3000 mots. Il est passé sur tous les médias. Il a mobilisé toute la gauche. Comment une seule phrase pourrait-elle suffire ?» Lecornu le coupa gentiment mais fermement. Parce que c'est précisément ce que personne n'attend. Mélenchon a construit toute une rhétorique, tout un argumentaire, toute une stratégie verbale. Il attend que je rentre dans son jeu, que je débatte point par point, que je me justifie. Au lieu de ça, je vais court-circuit. Le 10 septembre 2025, à exactement 9h12, un léger bourdonnement rompit le calme feutré du bureau de Sébastien Lecornu à Matignon.
Son téléphone vibrait sur la surface brillante de son bureau verni. En un clin d'œil, l'écran s'alluma, une notification urgente de l'AFP venait de tomber. Pas de détour, pas de nuance. Mélenchon déclare une motion de censure contre Lecornu pour l'ouverture de la session parlementaire. Le coup d'envoi venait d'être sifflé. Le nouveau Premier ministre, nommé la veille seulement par Emmanuel Macron, après la chute spectaculaire de François Bayrou, posa lentement son café sur la soucoupe en porcelaine de Limoges. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement autour de la tasse encore chaude. 24 heures, il n'avait été Premier ministre que 24 heures, et déjà Jean-Luc Mélenchon, le tribun de la France insoumise, lui déclarait la guerre totale. À travers la fenêtre aux rideaux épais, Paris s'éveillait dans la brume matinale de septembre, totalement inconscient de la tempête politique qui s'annonçait. Mais toi, tu ne sais pas encore ce qui va réellement se passer dans les heures qui suivent. Personne ne le savait à cet instant précis, pas même les conseillers de Lecornu, qui au même moment débarquaient précipitamment à Matignon pour une réunion d'urgence. Pas même les journalistes politiques qui se préparaient à couvrir ce qu'ils pensaient être une motion de censure vouée à l'échec. Et certainement pas Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui, installé dans son bureau parisien du 10e arrondissement, préparait méticuleusement la suite de sa stratégie d'offensive. Ce que Lecornu, le 10 septembre 2025, à exactement 9h12, un léger bourdonnement rompit le calme feutré du bureau de Sébastien Lecornu à Matignon. Son téléphone vibrait sur la surface brillante de son bureau verni. En un clin d'œil, l'écran s'alluma, une notification urgente de l'AFP venait de tomber. Pas de détour, pas de nuance. Mélenchon déclare une motion de censure contre Lecornu pour l'ouverture de la session parlementaire. Le coup d'envoi venait d'être sifflé. Le nouveau Premier ministre, nommé la veille seulement par Emmanuel Macron, après la chute spectaculaire de François Bayrou, posa lentement son café sur la soucoupe en porcelaine de Limoges. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement autour de la tasse encore chaude. 24 heures, il n'avait été Premier ministre que 24 heures, et déjà Jean-Luc Mélenchon, le tribun de la France insoumise, lui déclarait la guerre totale. À travers la fenêtre aux rideaux épais, Paris s'éveillait dans la brume matinale de septembre, totalement inconscient de la tempête politique qui s'annonçait. Mais toi, tu ne sais pas encore ce qui va réellement se passer dans les heures qui suivent. Personne ne le savait à cet instant précis, pas même les conseillers de Lecornu, qui au même moment débarquaient précipitamment à Matignon pour une réunion d'urgence. Pas même les journalistes politiques qui se préparaient à couvrir ce qu'ils pensaient être une motion de censure vouée à l'échec. Et certainement pas Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui, installé dans son bureau parisien du 10e arrondissement, préparait méticuleusement la suite de sa stratégie d'offensive. Ce que Lecornu allait dire dans quelques heures allait non seulement déjouer tous les plans de Mélenchon, mais aussi changer profondément les règles du jeu politique français. Et cette réponse tiendrait en une seule phrase, une phrase si simple, si directe, si dévastatrice, que les médias du monde entier la répéteraient pendant des semaines. Revenons quelques heures en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il faut saisir le contexte dans sa totalité brutale pour mesurer toute la portée explosive de ce qui va suivre. Depuis le soir du 8 septembre, la France politique était en état de choc. François Bayrou, le centriste béarnais qui avait juré qu'il ferait adopter un budget de compromis, venait de tomber après un vote de confiance catastrophique à l'Assemblée nationale. 364 députés de l'extrême gauche à l'extrême droite avaient refusé de lui accorder leur confiance. C'était la 3e chute d'un gouvernement en moins de 100 jours. Un record absolu sous la Ve République. La France était au bord du chaos institutionnel. Les marchés financiers s'affolaient. L'agence de notation Moody's menaçait de dégrader la note de la France. Les syndicats appelaient à une grève générale. Emmanuel Macron, reclus à l'Élysée, cherchait désespérément une solution pour sortir de l'impasse. Son choix s'était porté sur Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Armées 39 ans, considéré comme l'un des hommes les plus habiles du macronisme. Un homme qui avait su naviguer entre droite et centre, qui avait géré des dossiers explosifs comme la réforme militaire qui parlait aussi bien aux industriels de l'armement qu'aux généraux sur le terrain. Mais surtout un homme que Macron pensait capable de tenir tête à l'opposition sans céder un pouce de terrain,
La nomination avait été annoncée le 9 septembre à 20 h. Immédiatement, les réactions avaient fusé de toutes parts. Marine Le Pen avait ironisé sur Twitter à propos d'un nouveau fusible pour Macron. Bruno Rayotto, chef des Républicains, avait exigé des ruptures claires avec la politique précédente. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, avait parlé de « continuité macroniste inacceptable ». Mais c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait frappé le plus fort et le plus tôt. Dès 22h30, le soir même de la nomination, il avait publié sur son blog une tribune au vitriol intitulée « Le déni ». Dans ce texte de 3000 mots, le leader de la France insoumise démontait méthodiquement la légitimité de Lecornu à gouverner. Il rappelait que le nouveau Front populaire avait obtenu le plus grand nombre de sièges aux législatives de juillet. Il accusait le président de violer l'esprit de la Constitution en imposant un Premier ministre issu du camp présidentiel malgré l'absence de majorité. Et surtout, il annonçait sa stratégie. Dès le premier jour de la session parlementaire, nous déposerons une motion de censure spontanée sur la base de l'article 49. Il ajoutait « Monsieur Lecornu tombera sur l'article 49 ». Macron semble vouloir faire le tour de tous les articles de la Constitution avant de comprendre qu'il doit partir. Cette déclaration avait électrisé la gauche. Mathilde Panot à l'Assemblée avait immédiatement relayé l'appel sur les réseaux sociaux. Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement, était passé le lendemain matin sur tous les plateaux de télévision pour marteler le message censure immédiate sans négociation, sans compromis possible. Mais Mélenchon n'avait pas seulement annoncé une motion de censure. Il avait fait quelque chose de beaucoup plus stratégique et dangereux pour Lecornu. Il avait appelé publiquement les socialistes, les écologistes et les communistes à cesser leur comédie et à voter la censure avec LFI. C'était un pari calculé. Mélenchon savait que si toute la gauche votait unie contre Lecornu et si le Rassemblement national se joignait à eux comme il l'avait fait pour Bayrou, le gouvernement tomberait dès le premier vote. Les mathématiques parlementaires étaient implacables. Les LFI comptaient 74 députés, le PS en avait 66, les écologistes 13, le PCF, 11, le RN, 123 total, 287 voix potentielles. Il suffisait de 289 pour renverser le gouvernement. C'était jouable, c'était même probable, sauf si Lecornu trouvait un moyen de briser cette coalition hétéroclite. Dans son bureau à Matignon ce matin du 10 septembre, Sébastien Lecornu finit son café d'un trait et convoqua immédiatement son état-major. Marc Vallière, son conseiller diplomatique depuis des années, arriva le premier. Puis vinrent Adrien Facan, directeur de cabinet Philippe Gustine, conseiller spécial et une poignée d'autres proches collaborateurs. Tous avaient les traits tirés. Personne n'avait vraiment dormi depuis 48 heures. Vallière ouvrit la réunion sans préambule, posant son iPad sur la table où s'affichaient les unes des journaux. « Ah, Monsieur le Premier ministre, la situation est critique. Mélenchon a réussi son coup médiatique. Tous les journaux ne parlent que de la censure annoncée. France Inter a mené un sondage ce matin, 62%. Des Français pensent donc que votre gouvernement tombera dans les 2 semaines. » Lecornu ne répondit pas immédiatement. Il se leva de sa chaise, fit quelques pas vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Son silence pesait lourd dans la pièce. Facan tenta de briser la tension. Nous avons préparé plusieurs scénarios de réponse. Le premier consiste à ignorer totalement Mélenchon et à nous concentrer sur les négociations avec le PS et les Républicains pour construire une majorité de circonstances. Lecornu secoua lentement la tête sans se retourner. Gustine enchaîna. Le deuxième scénario est plus offensif. Nous pourrions dénoncer l'irresponsabilité de LFI, rappeler que leur stratégie de censure systématique conduit le pays au chaos, faire appel au sens des responsabilités des autres partis. Lecornu se retourna enfin. Ses yeux bleus fixèrent intensément Gustine. Non, tout cela, c'est ce que Mélenchon attend. Il veut un combat frontal. Il veut que je me défende. Il veut que je négocie. Il veut que je montre ma faiblesse. Vallière fronça les sourcils. « Alors que proposez-vous, monsieur le Premier ministre ?» Un léger sourire apparut sur le visage de Lecornu.
C'était le sourire de quelqu'un qui vient de comprendre exactement comment déjouer un piège savamment tendu. Je vais faire exactement l'inverse de ce qu'il attend. Je ne vais ni ignorer, ni me défendre, ni négocier.